Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous ou presque? En fait, comme je vous l'avais dit, je vais faire ça sous forme de vlog. Donc là, nous sommes, je sais plus quel jour de la semaine d'avant, mais on s'en fiche, c'est juste pour vous parler des livres, comme d'hab. Je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai décidé de partir sur une semaine plutôt roman jeunesse. Donc avant toute chose, j'ai terminé bien évidemment Les ennemis de la vie ordinaire d'Elena Mariinski et malheureusement, ça a fait plouf. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'auraient pas vu la semaine dernière, c'est un livre qui parlait des addictions, qui traitait des addictions, et de l'idée qu'avait une psychothérapeute de rassembler autour d'un même groupe de parole différentes personnes souffrant de différentes addictions. Avec le côté humoristique, si je puis dire, qu'elles allaient potentiellement se filer leur addiction entre elles. Donc c'est effectivement un petit peu ce qui se passe. Et j'avais une envie particulière, j'étais en attente de quelque chose que ce roman ne m'a pas donné, à savoir que j'ai trouvé la fin très longue. Il y a une addiction qui a été mise en valeur par rapport aux autres, qui a été choisie, qui ne m'a pas intéressée, et forcément je me suis ennuyée sur le dernier tiers du livre, quoi. J'ai sauté plusieurs pages, c'est vous dire si je me suis ennuyée, et c'est dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel pour moi, et dans l'histoire et dans la façon dont c'était narré au départ, donc j'avais beaucoup d'espoir dans ce bouquin, mais non. Tant pis. J'ai attaqué direct ma semaine spéciale jeunesse avec XXL de Julia Bell, et alors là ça a été un peu la claque. J'ai adoré ce bouquin, mais vraiment, je le trouve très bien écrit. Je trouve que la façon de présenter l'histoire est plutôt originale, parce que beaucoup de choses sont suggérées sans jamais être dites avant, on va dire, les 50 dernières pages. Ça crée une situation de malaise qui est assez impressionnante, et moi j'ai vraiment adoré, vraiment. J'ai quasiment pas arrêté en fait ce livre jusqu'à la fin. C'est une auteure anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que il y a quelque chose de particulier dans l'écriture anglaise, tout comme je trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans l'humour britannique quand vous regardez des films, du domaine du pince sans rire, du sarcastique, je ne dis pas les choses franco, mais tu comprends quand même bien de quoi je te parle. Et c'est presque beaucoup plus sinueux, un petit peu invasif, parce que ça vous prend petit à petit et vous êtes envahi par le truc, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce bouquin. J'ai eu une impression en fait de marécage. Voilà, c'est ça, de marécage. Cette impression qu'au fur et à mesure que je tournais les pages, je me faisais engluer par la situation. Je voyais bien que c'était pas normal, que voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver mes mots, parce que ça a vraiment été du domaine de l'émotionnel pour moi. Dans ce livre, j'ai pas retenu leur nom, mais c'est pas très grave. On suit principalement une histoire de famille entre une jeune fille de 14 ans et sa maman. Et puis plus tard, avec, on va dire, la famille principalement, la maman, donc sa grand-mère et sa tante, dans une autre ville d'Angleterre. Tout commence en fait par des histoires de gamines, d'une jeune fille qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau, mais qui s'en fout un peu, c'est pas... voilà. Et puis elle a une maman qui lui fait plein de petites remarques, qui au début ont l'air de rien, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce bouquin, c'est que c'est le genre de phrase que je pense n'importe quel parent peut laisser s'échapper à un moment ou à un autre, sans se rendre compte de la portée que ça peut avoir sur son enfant. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte qu'en fait la mère le fait sciemment, et que la fille, la jeune adolescente, s'en rend compte également, qu'elle commence à se sentir différente, qu'elle commence à vouloir se rapprocher des plus belles, des plus classes, des plus connues de son établissement dans son collège, alors qu'avant elle n'en avait rien à carrer, qu'elle commence à son tour à devenir méchante avec d'autres élèves, parce que c'est plus facile pour elle de trouver plus moche, plus vilain, plus con, plus idiot, plus mal habillé qu'elle, pour ne pas se sentir en décalage. Et ça s'insinue, ça s'insinue, ça s'insinue,
pour finalement tourner autour de la question de l'anorexie. Donc il est énormément question d'alimentation, sans que la maladie ne soit jamais citée dans un premier temps. Et on comprend bien que la relation mère-fille est à la base de tout ça, et que cette jeune fille est à la fois admirative du contrôle de sa maman, qui souffre de cette maladie, et qui en même temps la rejette complètement et se trouve coincée entre est-ce que je fais comme elle, est-ce que je fais pas comme elle, comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher. Vous secouez tout ça, vous le balancez dans la ville où j'ai grandi quand j'étais petite, donc du coup vous ressortez les vieux conflits de famille, les vieux tabous, les vieux pourquoi est-ce que la sœur ne lui parle plus, pourquoi est-ce que cet homme est si important, etc. Sur fond de relations amoureuses, beau-papa, maman qui ne fonctionnent plus, et vous avez une petite pépite en termes d'écriture. La fin m'a laissé un peu sur ma faim, si vous me pardonnez ce jeu de mots absolument pourri. Et à part ça, franchement, génial. Petite note pour la traducteur ou le traducteur ou la traductrice. Évitez de traduire les paroles de chansons en français dans les livres. Ça ne donne rien du tout. Mettez un petit index, dites de quelle chanson ça vient, de quel titre c'est, mais ne traduisez pas parce que c'est vraiment moche. Voilà, mis à part ce minuscule aparté, j'ai adoré, je me répète, ce livre. Et je l'ai d'autant plus adoré que derrière, j'ai lu un livre qui, sans le savoir, traitait du même sujet, que pour le coup, j'ai trouvé particulièrement fade, en ayant conscience que c'est peut-être de la faute, entre guillemets, de ce livre-là. Derrière, j'ai donc lu Le complexe du papillon de Hénelise Heurtier, qui m'avait été conseillé par je ne sais plus quelle chaîne Booktube. J'avais bien aimé ce que la personne en avait dit, donc voilà, banco, je me lance. Et là, eh bien pâleur, fadeur, je ne sais pas si ça existe, mais je pense que c'est vraiment en lien avec le livre précédent qui m'a vraiment percuté, parce que là aussi, il va être question de l'anorexie, dans un autre contexte. Là, on est face à une jeune fille qui est plutôt bien dans sa peau, qui fait énormément de sport, elle est athlète, elle fait de la compétition, elle a une meilleure amie, une famille qui l'aime, etc. Mais elle perd quelqu'un de très cher pour elle, sa grand-mère, et en fait ça bouleverse complètement son univers. Et à partir de là, sur une simple remarque, à la vue d'une seule personne, tout son univers bascule. Et c'est ça que je trouve ça fort malgré tout, c'est qu'en fait, on l'apprend dès les premières pages, il retourne au collège, là aussi c'est 14-15 ans, il retourne au collège, il y a une jeune fille qui revient, qui en fait a complètement changé pendant l'été. C'était en gros la grosse bouboule, l'acnéique, enfin voilà, j'exagère le trait, mais c'est un peu l'idée, qui revient bien dans sa peau, plus un seul bouton d'acné, souriante, nouvelles fringues, etc. Et là, le sentiment d'injustice, pourquoi elle et pas moi, quoi. Voilà. Ça, plus le travail de deuil qui est en train de se faire, dans une famille où on ne dit pas forcément les choses parce qu'on ne sait pas comment parler des sentiments. On est dans un milieu agricole qui est décrit comme étant plutôt tourné vers le travail, la labeur et assez peu dans l'émotion. Et on obtient une jeune fille qui, petit à petit, au départ en voulant faire simplement un régime, va complètement basculer du côté de l'anorexie. Et là aussi, ce n'est pas forcément explicité, mais on se rend bien compte que petit à petit, elle est elle-même prisonnière de ce qu'elle a commencé à mettre en place et qu'elle ne le comprend pas. Et comme elle ne le maîtrise pas, plutôt que d'essayer de le comprendre, elle va verser vers l'agressivité envers sa famille, envers ses amis, etc. C'est dans un style jeunesse, donc c'est pas aussi fouillé que ça au niveau des sentiments, mais vous le retrouvez quand même bien. Et pourquoi j'ai moins accroché? Parce que justement, j'ai trouvé l'écriture très simple par rapport au précédent, et ça manquait un petit peu de piquant. Et pour un détail tout bête, comme quoi des fois ça tient pas à grand chose non plus, c'est que la famille de cette jeune fille travaille donc dans le milieu agricole, et en fait ils sont éleveurs de canards d'oies pour le gavage, donc il est question de terrine, de foie gras, de machin assez régulièrement dans le livre. Quand vous êtes végane, ça vous empêche un petit peu, hein beaucoup même, de vous accrocher au personnage. Ça tient pas à grand chose, mais voilà. Donc, si je l'avais lu à un autre moment, je l'aurais peut-être étudié ou analysé différemment.
Je pense qu'il faut lui laisser une chance, mais pour moi, en termes d'écriture, ça n'a rien à voir avec la pertinence du précédent. C'est une petite semaine côté énergie, enfin c'est même une petite dizaine de jours difficiles côté énergie, donc on continue les vidéos avec plein de lectures, parce que quand j'ai pas d'énergie, je lis. Je vous parle d'un recueil de nouvelles qui s'appelle La Première Fois, qui parle, oh, comme c'est original, de première fois. J'étais très déçue par ce livre, en fait. Je vous lis le 4e de couverture. Faire l'amour pour la première fois, 8 histoires pour en parler sur tous les tons. Grave ou légère, drôle, poignante ou tendre, des situations très différentes évoquent tout ce que vous voulez savoir sur la perte de la virginité et dont vous n'avez pas envie de parler avec vos parents, blablabla, un indispensable. Le tout par de grands écrivains assez connus de la jeunesse, comme Melvin Burgess, Case Grace, Bali Ray, Mary Hooper, Patrick Ness, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, Sophie Mackenzie, Anne Faye, et je vous en passe des meilleurs et d'autres. Voilà. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il était dans ma wishlist déjà, qu'il était disponible à bibliothèque et qu'il était de chez Scripto. Et je fais énormément confiance à la collection Scripto chez Gallimard parce que ils ont souvent de très très bons textes. Et là j'ai été déçue, alors non pas par la qualité des nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressantes, mais par le fait que non, vous n'allez rien apprendre sur comment perdre sa virginité, ni sur comment ça se passe. C'est bourré... Alors, de clichés, oui et non, parce qu'effectivement, les situations dans lesquelles nos jeunes protagonistes sont mis sont véritablement du phrasé, du parler que l'on peut avoir entre nous, type est-ce que c'est vrai qu'on va forcément perdre du sang la première fois, comment est-ce que je vais m'y prendre pour réussir à la pénétrer, etc. Sauf qu'en fait, ce n'est pas évoqué clairement. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations que vous avez probablement vécues quand vous étiez ado, mais il n'y a pas plus d'explications que ça, donc je ne vois pas en quoi ce sont des discussions qu'on ne peut pas avoir avec nos parents. Même si moi, la première, j'ai jamais eu aucune discussion sur le sujet avec ma mère ou mon père, hein, donc comme ça c'est fait. Donc je peux même pas vous dire si c'est facile d'en parler avec les parents parce que moi je ne l'ai jamais fait, mais j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai trouvé que certaines nouvelles étaient particulièrement grossières dans le vocabulaire utilisé notamment pour parler des filles, encore une fois. J'ai par contre trouvé très intéressant qu'il y ait une nouvelle, une seule sur 8, donc c'est un peu léger, sur l'homosexualité, qui de comme par hasard est celle qui est la plus censurée, mais je vais revenir sur celle-là, vous allez comprendre pourquoi ça a son intérêt. Donc voilà, une qui était rigolote, où on a une grand-mère qui à table se décide de parler de sexualité avec ses petits-enfants, et amène à expliquer justement pourquoi c'est pas si grave si on se rate la première fois, c'est pas si grave si on attend. Des discussions de jeunes garçons qui effectivement font un peu les cacous avec leurs copains mais n'emmènent pas large le moment venu. Deux discussions de jeunes garçons qui sont très très pressés d'aller mettre leurs mains sous le pile de la jeune fille. Mais au final, c'est pas folichon quoi. Non, j'ai été un peu déçue. Il y a une nouvelle qui est bien, et ce qui est très drôle, c'est que c'est celle que j'ai failli ne pas lire. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Il faut que je trouve. Et ça va être difficile de vous en parler, parce que si je vous en parle, du coup, je vous tue tout le truc. C'est cette nouvelle-là, donc ça vous dit pas grand-chose, hein, parce que je vous dis pas le titre. Si je vous dis le titre, c'est mieux. Laurence, tu fais tout à l'envers. Ça se passe autrement pour les garçons de Patrick Ness, justement. Donc voilà, vous avez le texte qui est comme ça, avec à chaque fois qu'il y a des gros mots, ou des mots qui sont considérés comme grossiers, qui doivent être censurés, qui sont cachés. Donc au départ, ça m'a saoulée, j'ai lu 2-3 pages, et puis j'ai commencé à arrêter, parce que je me suis dit, c'est bon, si en fait, le principe de la nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mot un peu cru, il est barré, ça me gonfle. Sauf qu'à un moment, il explique, heureusement dans les premières pages, que c'est volontaire. Et en fait, il s'amuse à jouer de ça. C'est comme si vous faisiez une vidéo et qu'à chaque fois que vous disiez un gros mot, vous mettiez un bip, de quelque chose de drôle en fait. Et on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que, comment vous dire ça sans vous gâcher le truc, que ce n'est pas ce qui devrait être censuré qui l'est. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de dire les choses. Le problème parfois dans une histoire d'amour, dans une histoire d'émotion, dans une histoire de sexualité, ce n'est pas forcément le vocabulaire employé pour en parler
où se situe la difficulté en fait. Voilà. Bref, si vous devez lire la première fois ou si vous devez l'emprunter à la bibliothèque, la seule que je vous conseillerais véritablement et la seule dont je suis capable de vous parler 2 jours après avoir lu le bouquin, c'est celle-là, parce qu'elle est assez percutante en fait. Et c'est dommage sur on va dire un recueil de 8 nouvelles qu'il n'y en ait qu'une qui aborde la question de l'homosexualité et qu'il n'y ait pas plus de diversité au niveau des protagonistes qui se questionnent sur leur sexualité, pas tant sur la situation, parce que les situations, elles sont très variées, que ce soit dans le contexte familial, le contexte avec des amis, le contexte avec juste le couple ou quoi que ce soit, mais vraiment dans, justement, quels sont les 2 protagonistes du couple. Voilà. Donc... J'ai ensuite lu un tout petit livre jeunesse, pareil, dont je n'ai jamais entendu parler, donc pas pareil parce que chez Scripto, mais dont je n'avais jamais entendu parler. La couverture, elle fait pas super envie, hein, elle fait même plutôt peur, L'arbre et le fruit, mais je m'y suis intéressée parce qu'il est question de maltraitance infantile, qui est un sujet que j'ai déjà abordé cette semaine où il y a assez peu de temps. J'avais très envie de relire sur le sujet parce que je pense que c'est important que ce soit présent dans la littérature jeunesse. Et ce livre est très très bien écrit. Il s'agit donc de L'arbre et le fruit de Jean-François Chabas, édition Gallimard, collection Scripto. Et il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Dans ce livre, nous allons suivre les aventures, si je puis dire, ou plutôt le récit interposé de Jewel, qui vit avec son papa, sa maman et sa petite sœur Esther. Dans le début du récit, Jewel a 7 ans, Esther 5 ans. Et en fait, on se rend rapidement compte que la maman ne va pas très bien et elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Les enfants ne savent pas trop pourquoi, mais Jewel, elle, pense que c'est un rapport avec le fait que papa tape maman et que parfois papa tape aussi Jewel. Heureusement, il ne tape pas sur sa petite sœur Esther et c'est là le plus important. Voilà, le ton est donné direct. Et en fait, nous avons donc un récit à 2 voix, entre d'un côté Jewel à 7 ans qui explique comment est-ce qu'elle fait pour que papa reste gentil et ne s'en prenne pas à sa petite sœur, et la maman qui se retrouve enfermée et qui est coincée entre son sentiment de culpabilité de laisser ses petites filles toutes seules avec son mari et son soulagement intense d'être dans un endroit cadré où elle peut enfin se reposer sans être brutalisée. Et vous avez ces récits voilà, qui s'entremêlent et vous comprenez petit à petit quelle est leur vie. Et puis d'un seul coup, ça se passe quelques années plus tard. Jewel est adolescente, elle continue à protéger sa petite sœur et on comprend rapidement que la maman continue à faire des allers-retours en hôpital psychiatrique et que le père va de plus en plus mal. Et donc on s'interroge forcément sur pourquoi est-ce qu'elle est restée. Comme dans beaucoup de ces situations, on peut être rapidement amené à juger la personne en se disant mais c'est tellement facile de partir, et on se rend bien compte que non, ce n'est pas le cas. Et dans la plupart des récits, que ce soit romancés ou témoignages, les femmes expliquent à quel point c'est difficile de partir, même quand les enfants sont eux aussi brutalisés. Et donc voilà, vous avez cette intensité émotionnelle en très peu de pages, qui est très très bien menée par Jean-François Chabas. Je ne sais pas du tout si j'ai déjà lu quelque chose de lui ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup la façon dont il écrit. C'est simple, c'est percutant, il n'y a pas de non-dit, et le fait que ce soit, encore une fois, expliqué avec des mots d'enfant rend la réalité encore plus brutale. Voilà. La fin est assez exceptionnelle et explique justement le titre « L'arbre et le fruit », qui va avec l'expression que vous connaissez sans doute quand on dit que le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Je vous laisse deviner ça ou comprendre ça si vous avez envie de le lire, mais franchement moi je ne peux que vous le recommander si vous êtes intéressé par le sujet. Je vous invite aussi à lire surtout des témoignages et à vous renseigner sur le côté sociologique, psychologique de la chose. Mais en tout cas, si vous avez envie de donner de la voix à ce type de roman, allez-y quoi, vraiment. Et encore une fois, même si effectivement j'ai eu une déception avec Première fois, la collection Scripto, c'est souvent de grosses pépites au niveau des textes. Au milieu de toutes mes lectures jeunesse, je me suis attaquée à un classique du théâtre qui s'appelle Ubu Roi de Alfred Jarry.
Je l'ai choisi en dernière minute pour valider la lettre J dans un de mes challenges. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Bah, j'ai pas été déçue. C'est un classique, pas au sens du terme pièce classique, mais bien un truc à connaître en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression ou quand on dit d'une situation ou de quelqu'un qu'il est ubuesque, ça vient en fait de cette pièce, un peu comme on a les drames cornéliens, on sait que ça vient de Corneille, et ben là c'est le même principe, c'est grâce à cette pièce on va dire qu'on a eu ce terme. Je suis incapable de vous la décrire, on est dans de la farce potache, on est dans du burlesque, on est dans du drame, le tout savamment mélangé pour donner un truc sans queue ni tête qui a profondément choqué à l'époque. Ça se situe à la fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. C'est une toute petite pièce. Et là, en fait, j'ai eu la version argumentée. Vous savez qu'on utilise au collège ou au lycée pour bien comprendre de quoi on parle, nous donner le contexte politique, historique, etc. Et j'en ai eu grandement besoin pour comprendre en fait l'intérêt de cette pièce. Ubu, c'est un personnage qui est assez fantasque, qui décide un jour qu'il va devenir roi de Pologne. Il va pour cela entrer en guerre contre le roi actuel de Pologne, il va le battre et puis il va se faire battre derrière et vivre encore de nouvelles aventures, un peu à la quête du Graal, si je puis dire, puisqu'il y a eu d'autres Ubu. Il y a eu, je crois, Ubu enchaîné, que je lirais volontiers, puisqu'apparemment c'est Ubu dans un contexte esclavagisme, et également Ubu Cocu, donc j'imagine que le titre donne une bonne idée de ce dont il s'agira. Mais pour l'instant, je n'ai lu que celle-ci, et je crois sincèrement que sans les explications de texte, j'y aurais rien pané, ou en tout cas, je n'y aurais trouvé pas grand intérêt. Parce que la pièce est choquante par le vocabulaire utilisé, certes, mais alors on est très loin de ce qui pourrait choquer aujourd'hui. Elle est intelligente de par le mélange des genres, puisque vous allez avoir par exemple à un moment donné un échange qui est de l'ordre du drame avec un vocabulaire totalement enfantin qui peut être de celui qu'on a un petit peu tarte-à-gueule à la récré, ce genre de choses. Donc c'est très particulier. J'ai pas forcément accroché, mis à part l'acte 2 que j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais c'est très très étrange en fait comme pièce. Je ne pourrais que vous conseiller, si vous la lisez, de la lire pareil en argumenté, quoi, pour mieux comprendre. Parce que là, il y a toute l'explication sur pourquoi Jarry a écrit cette pièce. Ce qui est très intéressant, c'est que je suis dans une semaine, enfin là on est même plutôt dans 10 jours, 15 jours, spécial jeunesse, et que Jarry en fait a eu l'esquisse de cette pièce quand il était lui-même au lycée à Rennes. Donc du coup c'était très drôle pour petit clin d'œil personnel. Donc il y a toute l'explication de Jarry, de quels étaient ses contemporains, qui est-ce qu'il a pu côtoyer, par qui est-ce qu'il a pu être influencé, des tas de références historiques, notamment à la guerre contre les Prussiens, que moi personnellement j'ai oublié depuis le temps, donc j'aurais pas du tout compris. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et je me rends compte que finalement c'est une vraie richesse quand on lit une pièce de la lire avec des personnes qui s'y connaissent, parce que sinon on rate plein de trucs en fait. Donc je suis contente de l'avoir fait dans ce format. Je vais pas vous mentir, je pense que si l'année prochaine vous me demandez de quoi parle Ubu Roi, je vais être bien emmerdée, si ce n'est de vous dire que c'était complètement ubuesque. Mais à part ça, voilà, je suis quand même contente. J'aime bien comme ça de temps en temps, grâce au challenge, aller vers des lectures que j'aurais pas du tout abordées sinon. Un tout dernier petit bout de vidéo pour clôturer, donc non pas une semaine de lecture, mais une quinzaine de jours, une petite quinzaine de jours de lecture, parce qu'avec la préparation des fêtes, les cadeaux à emballer, les trucs à écrire, la bouffe à préparer, et ben finalement j'ai pas beaucoup lu cette seconde semaine, donc j'ai tout regroupé. Je suis restée dans le jeunesse, j'ai encore beaucoup de jeunesse à lire, parce que j'en ai emprunté pas mal, donc je vais continuer, mais pour l'instant tout ça on s'en fiche un petit peu. Je vous parle à l'envers du livre que je ne lirai pas, qui est Roald Dahl, Sacrée sorcière. Pourquoi je ne le lirai pas? Eh bien tout simplement parce que je me suis fait spoiler la fin. Quand vous vous exprimez sur un forum
Pensez, bordel de Dieu, à mettre des balises spoiler. C'est facile à faire et ça vous sauve des intrigues. Alors, en l'occurrence, on m'a expliqué que même si je connaissais la fin maintenant de ce bouquin, c'était pas très grave parce que c'était pas là que résidait l'essentiel et je veux bien le croire, notamment pour Roald Dahl où en fait c'est toute l'écriture qui est joyeuse, rigolote, originale et qui peut donner envie de découvrir cet auteur. Mais dans l'immédiat, en tout cas pour cet ouvrage, mon intérêt s'est fortement diminué. Et je me dis que même si effectivement je pourrais y revenir plus tard parce que je vais sans doute oublier la fin qu'on m'a expliquée, il y a tellement de livres de cet auteur que c'est pas très grave si je continue pas par celui-ci. Donc, hop, pas de Roald Dahl cette semaine. Et je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis la vidéo est déjà super longue, je vous ferai pas d'intro, de conclusion, on s'en fiche. Là nous sommes donc, non pas c'est lundi, que lisez-vous, puisqu'on est mardi 26. J'espère pouvoir poster la vidéo dans la journée. Et je vais consacrer mes derniers jours de l'année à essayer de boucler 2 de mes challenges. Alors je suis à la rue complète, c'est mon challenge 52 semaines, parce qu'il doit me rester peut-être 13 rubriques, 13 genres à découvrir, donc ça va être un peu compliqué en 4 jours. Hein, voilà. Pour l'autre, par contre, c'est le challenge ABC que Nanette organise tous les ans, que j'adore, qui est hyper original parce que justement, il nous force à sortir des sentiers battus, de notre zone de confort, de tout ce que vous voulez. Et il me reste 3 lettres à valider parce que j'ai fait un challenge plus un demi-challenge parce que j'avais fini en avance cette année. Donc, il me reste 3 petites lettres. Donc, si je pouvais réussir d'ici la fin, là, ce serait bien, non? Donc, je vais essayer. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, à bientôt. Ciao.